Franck Thiès, bonjour. Bonjour. Je suis ravie que vous soyez là, parce que je considère, et je crois que Gérard ne me démentira pas tout à l'heure, que vous êtes actuellement un des grands du roman policier. Alors c'est vrai qu'on invite rarement des auteurs de polar. Là c'est un peu spécial, parce que vos livres ne sont pas que des romans policiers. Clairement la médecine vous inspire, la médecine, les hommes et leur déviance. C'est le cas de votre dernier livre, L'anneau de Mébius, qui est paru aux éditions Le Passage. Alors je parle rapidement de l'histoire policière, qui est celle d'un homme qui rêve de lui dans le futur, qui découvre que des événements horribles vont se produire, et il va essayer de les empêcher. Ça, c'est la trame, ça fait 500 pages qu'on ne lâche pas quand on a commencé. Donc ça, c'est sûr. Il n'y a pas que ça dans le livre traite beaucoup de la monstruosité. Il y a beaucoup d'êtres déformés. Qu'est-ce qui vous intéresse chez ces êtres déformés? C'est leur souffrance? C'est l'exclusion dont ils sont victimes? C'est quoi? Non, en fait, dans mes romans, j'essaye toujours de m'intéresser à tout ce qui est déviant à la société. Ça fait partie de mes trames. Moi, la monstruosité, elle m'a intéressé parce que dans 99% des cas, ces êtres qui sont différents, anormaux, vont générer chez les gens un sentiment de répulsion. Donc ça, j'essaye de m'intéresser à pourquoi ces gens nous répulsent. Et il y a toujours un petit pourcent où certaines personnes vont se dire, mais ces gens-là, ils vont être attirés vers ces gens-là. Moi, c'est cette déviance-là qui m'intéresse. J'essaie toujours de m'intéresser à la toute petite partie des gens qui sont attirés par tout ce qui est déviant. Donc, c'est vrai que on est servi dans ce livre. Hein. Oui, j'ai essayé de parler de la monstruosité, de retracer un peu son histoire à travers, depuis les années 1900, vous savez, autant de ces grands spectacles extraordinaires où on prenait ces gens, ces frics, exactement, où on prenait ces gens qui étaient différents. Et on les exhibait aux foules, voilà, exactement. Il y a aussi, vous savez, Jack l'Éventreur et Elephant Man, John Merrick étaient à la même époque. Et on était même allé jusqu'à dire que John Merrick avait commis les crimes de Jack l'Éventreur parce que ça ne pouvait être que lui, ça ne pouvait être qu'une personne qui avait ce physique-là. On ne pouvait pas imaginer un seul instant qu'une personne d'apparence normale puisse commettre de telles horreurs. Donc c'est tous ces aspects-là vraiment qui m'ont intéressé. Alors il y a vous parlez du musée d'anatomie du Dupuytren, puisque vous parlez des monstruosités, où il y a quand même une exposition des pires malformations qui puissent exister en médecine. Il y a aussi les hospices civils de Lyon, où là c'est les sculptures de gueule cassée de la Première Guerre. Pour écrire votre roman, on peut imaginer que vous allez visiter ce genre de lieu ou pas? Oui, exactement. Pour écrire ce genre de roman, il faut une forte documentation technique, écrite. Donc, effectivement, ça passe beaucoup de recherches sur Internet. Mais comment vous faites quand vous êtes avec un petit calepin, quand vous allez visiter le musée du Dupuytren, vous prenez des notes, des croquis, qu'est-ce que vous faites? Exactement, j'ai mon petit calepin et je prends un maximum de notes, tout ce qui m'intéresse. Ce musée, il est sur Paris. J'interroge les personnes, enfin le conservateur du musée, je vais poser énormément de questions. Parce que ce musée, en définitive, on passe une heure dans le musée, c'est comme si on avait lu 800 pages de documentation, quoi. Parce que c'est l'histoire de la médecine. Ouais. Voilà, c'est l'histoire de la médecine. Tous les médecins passent quasiment par là, et puis c'est vraiment un concentré de tout ce qui s'est fait en matière de déformation et d'anomalie congénitale. Alors il y a aussi dans ce livre des descriptions très médicales. On analyse la douleur, tout ça pour faire avancer l'enquête, bien sûr, qui est digne d'un cours de neurologie. Les policiers utilisent beaucoup la biologie moléculaire, la génétique. Dans votre précédent livre, La mémoire fantôme, où il était question d'amnésie antérograde, c'est de la neurologie niveau CES de neurologie. C'est vrai que vous avez fait des études scientifiques, mais quand même, vous avez la formation médicale continue. C'est impressionnant. Hein. Non, moi j'apprends beaucoup de choses en neurologie. Dans le dernier livre, j'ai appris énormément de choses. Marina, je vois qu'elle vient de vos livres, elle fait de la formation continue. Ah oui, non, mais c'est impressionnant quand même. Et moi aussi, j'apprends énormément de choses. J'adore la science. Effectivement, j'ai basé mes études sur la science. Et chaque livre, c'est pour moi vraiment l'occasion de creuser un thème en profondeur. C'est vrai que dans le roman précédent, c'était La mémoire fantôme, sur la mémoire, sur l'amnésie très particulière qui est celle de l'oubli à mesure. Je me suis intéressé au cerveau, vraiment aller à l'intérieur du cerveau pour comprendre ces zones qui s'allument et qui s'éteignent, pourquoi elles s'éteignent. Celui-là traite d'un autre domaine médical qui est la monstruosité, qui est effectivement toutes ces maladies qui existent mais qui sont très très rares en définitive, qui déforment. L'insensibilité congénitale à la douleur, par exemple, ces personnes qui ne ressentent pas la douleur. On apprend effectivement en lisant le livre que la douleur, elle est nécessaire. C'est la protection du corps. Donc, mais vous rencontrez, alors vous visitez les musées pour les décrire. Vous rencontrez des neurologues, par exemple? Oui, je rencontre des neurologues. Et quel est leur accueil? Vous leur dites quoi? Bonjour, j'écris un roman, je voudrais que vous me fassiez une formation rapide en neurologie. Mais vous savez que ça se passe presque exactement de cette façon-là. C'est-à-dire, pour la neurologie, j'avais pas de contact direct. J'ai pris les pages jaunes, j'ai ouvert et j'ai appelé un neurologue.
Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait cette grande volonté de partage aussi de la part du praticien que j'appelais. Moi, j'avais un service à lui demander. Voilà, je suis romancier, j'ai besoin de savoir comment fonctionne la mémoire. Et en même temps, le neurologue voulait savoir comment on fabrique un roman. Donc il y a eu un vrai échange, un véritable échange. C'est vrai que j'avais des petits a priori parce que bon, déranger, on connaît pas la personne qu'on a en face. Il vous a pas légistes, fait payer de consultation? Non, ça va, j'ai le droit à une consultation gratuite, mais c'était vraiment très très intéressant. Et encore une fois, en 2 ou 3 rencontres, on apprend énormément et des choses qui ne sont pas forcément dans les livres. Il faut tomber sur le type qui sera assez pédagogue pour vous faire comprendre des choses. Oui, alors c'est vrai que parfois, le coup du téléphone, ça marche pas toujours, hein, parce que les gens en face ne savent pas forcément à qui ils ont affaire. Quoi, donc. Je disais, Franck Thiès, que dans vos livres, il y a beaucoup, bien sûr, de biologie moléculaire et de génétique, parce que maintenant, la police scientifique existe. Les progrès médicaux dans ce domaine sont énormes depuis 20 ans. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que si Simenon écrivait ses Maigret aujourd'hui, ça serait toujours des enquêtes traditionnelles, ou est-ce qu'on est obligé maintenant, quand on écrit des romans policiers, d'utiliser les outils médicaux d'aujourd'hui? Si on est vraiment dans le mouvement d'aujourd'hui, dans une enquête d'aujourd'hui, on est obligé d'utiliser ces outils parce que l'ADN, on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas passer à côté des relevés d'empreintes, de tous ces ordinateurs qui moulinent des journées complètes pour sortir des profils. Donc on est vraiment obligé, nous auteurs de romans policiers et de thrillers, on va dire, d'être dans cette dynamique-là. C'est-à-dire, moi, je suis perpétuellement à l'affût de ce qui se passe dans la science, parce que j'aime ça, pour savoir comment ça évolue. Par exemple, aujourd'hui, il y a les odeurs, par exemple, que les assassins laissent sur les lieux du crime. Eh bien, en fait, ces odeurs, on les enferme dans des flacons, et on range ces flacons. Et si un jour, on arrive à attraper quelqu'un, eh bien, ce sont les chiens qui vont dire, cette personne-là a la même odeur que ce qu'on a relevé sur les flacons. Et donc, ça, c'est vraiment des techniques qui permettent de créer des histoires extraordinaires. Alors, un dernier mot sur l'association Ingéno qui œuvre pour les enfants polyhandicapés et épileptiques que vous soutenez. Oui, écoutez, moi, j'ai trouvé que le travail d'un auteur, ça consiste pas uniquement à faire des livres, c'est aussi aller à la rencontre des gens, de son public, et aussi d'être vecteur d'associations pour qu'on parle de ces associations-là, parce qu'elles en ont besoin, de vecteurs, de personnes qui sont un peu plus médiatisées. Donc j'ai apporté mon soutien à cette association et ça me tenait à cœur, et puis ça me fait plaisir de le faire. Et à chaque fois que j'en aurai l'occasion, je le ferai. Voilà. Vous aurez les coordonnées du site de cette association sur notre chaîne www.france5.fr. Je rappelle votre livre que je ne peux que recommander à la lecture. C'est une très bonne idée de cadeau de Noël. Franck Thiès, L'anneau de Mébius aux éditions Passage. Et le prochain, d'ailleurs, il traitera psychiatrie et de maladie mentale. Exactement. Merci beaucoup. Commencez déjà par celui-là. Merci. Merci beaucoup. On vous rappelle tout de suite le thème